Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать в русский дом Брюсселя. Bienvenue à la maison russe Bruxelles Europe. Сегодняшний вечер знаем русской истории. Истории одной из выдающихся русских семей. Cette soirée, on voudrait la consacrer à l'histoire russe et à l'histoire d'une famille russe tout à fait remarquable. Я очень рада приветствовать вас всех здесь, в этом зале. И хочу сказать, что для нас большая честь присутствие на этом вечере чрезвычайно полномочного посла Российской Федерации в правительстве Бельгии Александра Павловича Калинина. Nous sommes très honorés de la présence dans cette salle de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Royaume de Belgique, M. Alexandre Kalinin. Donc on continue notre série d'événements consacrés à l'histoire russe à travers l'histoire familiale, personnelle, à travers les histoires des Russes résidant en Belgique. Мы продолжаем на экспозицию историям семьи, историям людей, историям русских, проживающих в Бельгии. Je suis très heureuse de présenter les intervenants de ce soir. C'est Madame Alexandra Vladimirovna Zavrazova, la petite fille du général Vladimir Mikhailovich Zavrazov, dont on va parler aujourd'hui, et le modérateur de cette soirée, M. Grégoire Tolstoï, à qui je passe la parole avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup et on continue. Merci Madame Boudet. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, il faut nous mettre ici près de votre menton. Ok, encore, excusez-moi, un petit instant. Alexandre Vladimirovna a eu récemment son anniversaire, mais à cause de circonstances, disons, donc on ignore la raison et l'origine. On n'a pas pu lui présenter notre cadeau, notre bouquet de fleurs. Donc on essaie de... Vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup du bouquet et de m'avoir invité ce soir. C'est la première fois que je vais parler en public, donc c'est assez spécial tout à fait pour moi. Je vous remercie de cette invitation parce qu'en fait j'ai compris que c'est une page d'histoire qui est passée mais qui reste vivante si j'en parle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir. Parce que c'est pas si facile pour moi. Voilà. Je vous laisse continuer. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir proposé de vous accompagner ce soir. La raison, c'est que il y a quelques années de cela, nous nous sommes rencontrés à un déjeuner. Et vous m'avez dit votre nom, alors je vous ai demandé est-ce que vous avez un lien avec le général des Obrazov. Vous m'avez dit c'est mon grand-père. Extraordinaire, parce que ma famille était très liée à ce général des Obrazov. Nous étions très amis, nous avons partagé beaucoup de choses en commun, comme vous allez le voir pendant cette conférence. Et donc, nous nous sommes retrouvés 100 ans après s'être séparés. Nos familles se sont retrouvées ici en Belgique. Et moi, quand j'ai parcouru le daï de mon grand-père, je voyais régulièrement le nom de votre arrière-grand-père, Pierre Tolstoï, qui faisait partie du staff de mon grand-père. Absolument. Donc c'était très impressionnant pour moi de vous rencontrer et de perpétuer cette amitié qui avait commencé en Russie, parce qu'ils étaient très proches, non seulement par le travail, mais par l'amitié familiale également. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, amitié, je tiens à la continuer. Amitié partagée.
Et donc, ce soir, nous allons parler de la famille des Obrazov, une ancienne famille de noblesse russe. C'est une famille qui a quelle origine, Sam? Les Obrazov viennent d'un certain Christopher qui vient de Prusse et qui est venu au service d'un tsar en Russie. Il s'est fait baptiser orthodoxe et de là, Michel, et c'est lui le fondateur de la lignée. Et donc, on peut voir dans vos armoiries de famille, comme il venait de Prusse et qu'il était très probablement un chevalier teutonique, on retrouve la croix noire sur fond blanc des chevaliers teutoniques. Et alors, leur devise était intéressante, res non verba, ce qui est quand même assez important, je pense. Res non verba, des actes plutôt que des paroles. Exactement. Voilà une autre version de ces armoiries familiales. Alors, parlons un peu des Obrazov des temps anciens. Il y en a eu beaucoup qui ont servi les grands-ducs de Moscou, ensuite les empereurs de Russie, des Obrazov qui étaient très bien et très proches de Ivan le Terrible et des autres tsars qui ont suivi. Du temps de Pierre le Grand également. Son grand-père, le premier tsar Michel Romanov, lorsqu'il s'est marié, il a eu des témoins de mariage qui étaient des Obrazov. Vous étiez là depuis toujours et pendant longtemps. Ici, nous avons la photo d'Alexandre. C'est ça? C'est Alexandre Mikhailovitch qui a succédé à s'occuper de la propriété achetée par son père dans les années 1700. Et cette propriété s'appelle Ivanovskaya. Elle a été dans la famille durant 200 ans plus ou moins, donc c'était vraiment le berceau familial. Et qui a duré jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Durant la guerre, les Allemands l'ont envahi. Et après cela, je crois que ça a été un institut agronomique, jusqu'à ce que les bâtiments commencent à tomber en ruine et n'ont pas été entretenus, et il a fallu quitter et laisser tomber les bâtiments. Et ça. Par contre, il y a une très belle église qui a été restaurée, qui était tout à fait en ruine, et elle vient d'être restaurée récemment. Et ça me fait plaisir de savoir qu'elle est vraiment, voilà, il y a quand même une grande différence. C'est formidable. De cette tout à fait à gauche. En fait, le propriétaire, le second propriétaire, Alexandre Mikhailovitch, était le gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg. Il était aussi gouverneur de Yaroslav et de Tambov, à d'autres moments. Donc il a eu une très belle carrière, il était écrivain et enfin, il a fait beaucoup de choses comme beaucoup de membres de la famille des Obrazov. Voilà donc l'église en restauration, l'église restaurée. Ça se trouve près de Moscou. C'est à peu près à 115 km de Moscou, au nord-ouest, je pense. Oui. Et il y a une très belle fresque ancienne qui a été restaurée, j'ai vu, de la Vierge du Cygne. Et cette Vierge me parle énormément parce que elle a été miraculeuse du temps en 1170, du temps des guerres entre les... Il y avait deux tsars qui se faisaient la guerre. Oubliez les noms. J'étais pas né. Les Novgorodiens et les... Je ne sais plus. Excusez-moi. Et cette vierge... pardon? Le Kievien? Non. Non. Pskovien? Non. Polovtien? Non. Excusez-moi, voilà. Et donc la Vierge a été sortie de l'église et a été emmenée devant les remparts. Et pendant le trajet, elle a reçu une flèche. Et cette flèche, au moment de recevoir la flèche, elle s'est mise à pleurer. En pleurant, elle a tourné la tête vers la ville des Novgorodiens. Et là, l'ennemi a commencé à se disputer entre eux.
ils sont battus et donc les Novgorodiens ont gardé la victoire et c'est de là que cette Vierge est restée miraculeuse et a été répétée plusieurs fois. Et toujours, en fait, la Vierge du Cygne reste une icône qui fait des miracles un peu partout où elle est. Eh bien, merci pour ce miracle. Maintenant, voici le frère C'est celui que vous avez dit. d'Alexandre Mikhailovitch, c'est Grégoire Mikhailovitch, qui était lui le gouverneur de Moscou. Donc son frère était gouverneur de Saint-Pétersbourg et lui de Moscou, un peu après la guerre de 1812, et donc après le gouvernorat du comte Rostovchine. Ici, on a quelques portraits anciens de membres de la famille Bezobrazov. Voilà. Ça, c'est une Bezobrazov. Elle s'appelle Marie, et elle s'est mariée avec un Apraxine d'abord, et puis avec un Esterhazy. Donc, ce sont quelques portraits. On ne va pas vous raconter la vie de tout le monde parce que sinon on est encore là demain. Ça, c'est un magnifique portrait qui a été peint par le peintre Borovikovski. Splendide, Anna Sergeyevna Bezobrazova. Et puis, je dois quand même vous raconter une histoire très intéressante de Marie Bezobrazov, qui n'est pas de votre branche. Et comme ce n'est pas votre branche directe, vous m'avez demandé de la raconter. Oui, s'il vous plaît. Eh bien, dans les années 1770, il y a eu la prise de la ville de Bender, qui appartenait aux Turcs à ce moment-là, et les Russes se sont emparés de cette ville. Un officier allemand qui travaillait pour l'armée russe a pu prendre comme prise de guerre 2 jeunes filles, qui avaient 2 sœurs, elles avaient 16 ans et 11 ans, qui étaient des Turcs et qui étaient des esclaves dans le harem du gouverneur turc local. Il était en relation avec un certain M. Bouillin. Et il devait de l'argent à M. Bouillin. Et donc il lui a donné ces 2 filles comme paiement de sa dette. Il se trouve que M. Bouillin était marié avec une dame Bezobrazov. Il a vu la fille aînée qui avait 16 ans et il en est tombé fou amoureux. Fou amoureux au point d'abandonner sa famille. Devant leur château, il y avait la maison des domestiques. Il a laissé sa femme dans le château. Il est allé vivre dans la maison des domestiques avec son acquisition, cette jeune fille turque. Elle a été baptisée dans l'église orthodoxe et sous le nom de Yelisaveta, et elle est devenue vraiment sa concubine. Ça a été un énorme scandale à l'époque. Ils ont eu un enfant ensemble, un garçon, qu'ils ont appelé Vassili. Pas question pour cette famille de reconnaître l'enfant. Donc Vassili ne pouvait pas porter le nom Bouillin. Et M. Bouillin a demandé à un de ses voisins, qui était comme lui noble mais désargenté, de bien vouloir donner son nom et reconnaître cet enfant. Et donc, contre une petite somme d'argent, il a rendu ce service. Ce voisin s'appelait Joukovski. Et le petit garçon, c'est Vassili Joukovski, qui est un des plus grands poètes de l'histoire de Russie. Le voilà, à l'âge adulte. Le problème, c'est qu'il ne pouvait rien faire. Il était un bâtard, donc il n'était pas noble, il n'avait pas accès aux études, il n'avait accès à rien. Et c'est Madame Bezobrazov, la femme de Bouillin, la femme bafouée, qui malgré tout a décidé de s'occuper de ce petit garçon. Il faut dire que ses enfants à elle, en tout cas ses enfants mâles, étaient tous morts et qu'il n'y avait plus de descendance masculine. Et donc elle a voulu prendre soin de ce petit garçon qui était le dernier de la descendance de son mari. Elle s'est comportée vis-à-vis de lui comme une mère. Elle s'est creusé la tête comment faire pour aider ce garçon qui n'était pas reconnu officiellement et qui était un bâtard, même si Joukovski l'avait reconnu, il n'était pas son père, il ne pouvait pas lui transmettre la noblesse. Et donc elle l'a fait rentrer dans un régiment, le 8e régiment des hussards d'Astrakhan, ce qui lui donnait la noblesse personnelle, pas transmissible, mais lui-même était, en tant qu'officier, noble personnel.
Ça lui a permis d'intégrer l'université de Moscou, d'abord là, parce que c'est dans la région de Toula que ça se passe, l'université de Moscou, de faire de grandes études, de devenir un grand intellectuel, d'être très proche de Karamzin, cet écrivain russe, et de créer un mouvement qui s'appelait Artsamas. Et Artsamas était un mouvement qui avait pour but d'introduire le sentimentalisme allemand et puis le romantisme dans la littérature russe. Parmi les membres de ce groupe Artsamas, il y avait Pouchkine. Et Pouchkine était un peu l'élève de Joukovski. Joukovski a eu une vie absolument vraiment très très incroyable. C'était le poète russe par excellence avant Pouchkine. Puis Pouchkine a grandi et a pris la première place. Joukovski, quant à lui, a laissé dans l'histoire russe les paroles de l'hymne impérial russe. Bože tsaria chrani, c'est lui qui les a écrites, ces paroles. C'est quand même assez incroyable. J'ai un lien dans cette histoire. Ici, on voit Joukovski, c'est son buste à Baden-Baden, parce qu'il est mort là-bas en voyage à Baden-Baden. Je vous conseille d'aller voir ces villes si vous ne la connaissez pas, c'est pas loin de Bruxelles. Il y a une collection Fabergé absolument incroyable. Joukovski a eu une fille qui s'appelait Alexandra et qui a été extrêmement bien dans la cour d'Alexandre II. Nicolas Ier avait demandé à Joukovski d'être le précepteur de son fils, c'est-à-dire d'enseigner, le professeur privé de son fils, le futur Alexandre II. Ce qui fait qu'il a toujours été très proche de l'empereur. Lorsque Alexandre II est monté sur le trône, la fille de Joukovski est devenue demoiselle d'honneur de l'impératrice, ce qui est donné uniquement aux familles les plus importantes de l'Empire. Donc c'est extraordinaire pour la fille d'un bâtard. Elle est devenue demoiselle d'honneur de l'impératrice. Et à cette position, elle a rencontré bien sûr la famille impériale et l'un des fils d'Alexandre II, qui est le grand-duc Alexis Alexandrovitch, que l'on voit ici sur l'image. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Elle avait 8 ans de plus que lui. Mais il l'a trouvée extraordinaire, il n'a rien voulu savoir, il voulait absolument vivre avec elle. C'est un amour évidemment qui était contraire aux règles de la cour. Ils se sont mariés quand même, en 1869. C'était un mariage morganétique. Donc la descendance n'était pas reconnue comme étant des Romanov. Ils ont eu un fils, celui-ci, qui s'appelait Alexis comme son père. Ne pouvant pas s'appeler Romanov, puisque le mariage n'était pas égal en naissance, il a pris le nom de sa mère et il s'appelait Alexis Joukovski. Mais étant le petit-fils d'Alexandre II, et Alexandre II aimant beaucoup son petit-fils, il lui a donné une grande propriété, et le nom de cette propriété, il s'est appelé Beliovski. Il est devenu Beliovski-Joukovski, et il a reçu le titre de comte. Donc ce comte Beliovski-Joukovski, Alexis s'est marié avec une Troubetskoy, et il a eu des enfants. C'est là qu'on revient au Bezobrazov. Donc, vous avez à droite le seul garçon sur la photo, c'est Serge Beliovski-Joukovski, qui était le meilleur ami de mon grand-père Serge Tolstoï. Ils se sont rencontrés quand ils étaient enfants, et ils ont découvert qu'ils étaient nés le même jour, du même mois, de la même année, à la même heure. Tous les deux se prénommaient Serge, tous les deux étaient blonds aux yeux bleus, ils avaient énormément de points communs. La seule différence, c'est que Serge Beliovski-Joukovski était né à Moscou et mon grand-père à Saint-Pétersbourg. Ils sont devenus très amis. Ici, c'est une photo que mon grand-père a faite à Berlin en 1921-22. Il a des sœurs, je vais vous les montrer. D'abord, cette personne qui se tient comme lui, c'est sa sœur. Elle s'appelle Marisha Beliovski-Joukovski a épousé un certain monsieur Sverdeev, dont la mère était une Bezobrazov. Ce qui fait que, grâce à ce mariage de cette jeune femme, eh bien, le sang des Bezobrazov et des Joukovski, finalement, se sont rassemblés dans une même descendance, parce qu'il y a une descendance de ce couple. À l'époque du poète Joukovski, Madame Bezobrazov était sa belle-mère, mais elle n'était pas liée par le sang.
eux, ils ont été liés par le sang. Il y a une troisième sœur qui est ici, Alexandra. Et puis, vous avez cette jeune femme qui est Baby Botkin, Nina Botkin, qui a épousé Serge Belovsky. Et ici, la sœur, ici, c'est la sœur de mademoiselle Botkin, une autre Botkin, et une Galicienne tout au bout. Voilà donc comment les familles Bezobraz et Joukovski se sont retrouvées ensemble. Oui. Ah, ça c'est Nadia Yakovlev, la vieille grand-mère. Mon arrière-grand-père, c'est ça. Donc elle était riche, elle a eu 8 enfants et les deux derniers, c'est Nigel Mariatinska qui a été assassiné à Yalta et mon arrière-grand-père qui est le plus jeune. Donc c'est ces deux lignées-là que je connais mieux et les aînés je ne connais pas du tout. Je ne sais pas grand-chose d'eux, mais là on arrive au Kapnist et elle était très riche, elle possédait le passage à Saint-Pétersbourg et elle avait des mines, et puis je ne connais pas toutes ses richesses, mais enfin elle était très riche. Alors ici, on tombe sur un tableau immensément connu en Russie, c'est le portrait de Sarah Fermor. Sarah Fermor, dont vous êtes la descendante directe. Oui, c'est elle qui a donné son nom ferme au Stenbock. Les Stenbock descendent des Suédois. Et par ce mariage, elle étant écossaise, a apporté son nom ferme. Elle s'est devenue Stenbock ferme. Donc ma grand-mère qui a épousé le général est une Stenbock ferme, descendante de ce nom-là. Alors, je suis allé à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. J'ai admiré ce tableau qui est magnifique, qui est plus grand que cette télévision. Et puis j'ai regardé sur le mur à côté et de manière très incroyable, j'ai vu un tableau qui ressemble comme deux gouttes d'eau dans la taille et dans le style. C'est ce tableau-ci. En fait, j'ai découvert qu'il y a un frère, Wilhelm Fermor, dont on ne parle jamais. Mais vous voyez ici son portrait, j'ai photographié comme j'ai pu. Seulement que lui n'a pas eu de descendance et c'est pour ça que le nom Fermor est passé chez les Stenbock. Et ça, c'est la Knygina Bariatinska, la sœur de Vladimir Alexandrovitch. Donc, la photo qu'on vient de voir avant, c'est sa mère, la Nadezhda Yakovlev. Et elle a été assassinée donc à Yalta avec, il y avait plus de 1000 personnes, je pense, 6000 personnes qui ont été assassinées à ce moment-là, dans les années 20. Et pour cette raison-là, nous sommes allés en 2006, parce qu'une petite chapelle a été construite en mémoire de tous ceux qui sont morts là-bas. On la verra un peu plus tard. Ça, ce sera pour un peu plus tard. Alors, ici, c'est une cousine à vous, qui est Ksenia Tchernichov-Bezobrazov. Et elle a épousé le comte d'Herzbourg. Et voilà. Et je les ai vus quand ils sont venus d'Amérique, ils sont allés travailler pour comment ça s'appelle? Ligne, les princes de Ligne. Les princes de Ligne à l'île Lidjui. C'était l'île sur le lac Kivu, dans la région de Bukavu. Ils ont travaillé là quelques années et quand ils sont passés par Bukavu, j'ai fait leur connaissance et aussi de ses parents qui sont venus les voir en Amérique. Alors, Ce qui m'a amusé, c'est que la maman de Ksenia d'Herzbourg m'a raconté qu'elle se souvenait de mon père dans les balles russes. Donc ça m'avait évidemment touchée. cette histoire de la famille Tchernichov est une histoire très intéressante parce que le premier des comtes Tchernichov était un général de Pierre le Grand. Il a été blessé 7 fois lors de différentes batailles qu'il a menées pour son empereur et il a reçu en récompense le titre de comte.
dans sa descendance, alors que bientôt, à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait presque plus que des filles, ils ont obtenu de l'impératrice Catherine la Grande quelque chose d'extrêmement rare dans la noblesse russe, c'est la création d'un majorat un peu à la polonaise, avec le fait que les terres principales de cette famille allaient être transmises à l'aîné des garçons, et s'il n'y avait plus de garçons, à l'aîné des filles, avec obligation non seulement de transmettre bien sûr le majorat, c'est-à-dire les terres, mais également le nom et le titre des Tchernychov. C'est arrivé dans les années 1840 où la dernière de la famille était mariée avec un certain monsieur Kroublikov. Eh bien, la descendance a été obligée par la loi, parce que c'était la seule famille de la noblesse russe qui avait une loi spécialement faite pour eux, de reprendre le nom et le titre des comtes Tchernychov. C'est devenu la famille des comtes Tchernychov-Kroublikov. Et puis ça a duré un temps, et eux aussi, à leur tour, se sont éteints. Et en 1908, c'est passé à la dernière des Tchernychov-Kroublikov, qui était mariée avec un Bezobrazov. Et donc, en 1908, se sont créés la lignée des comtes Tchernychov-Bezobrazov. C'est unique. Oui, et c'est une loi qui a été faite avant leur exil, donc c'était quelque chose qui comptait. Absolument. Absolument. Donc ça, c'est son mari, l'archiduc Rodolphe d'Autriche, qui est le fils du dernier empereur d'Autriche-Hongrie, Charles, et de l'impératrice Zita. Le plus jeune frère d'Otto. Oui. Maintenant, rapprochons-nous un peu, parce qu'on parle beaucoup de l'histoire, mais parlons un peu de votre famille directe. Ici, c'est votre grand-père. C'est mon grand-père qui a terminé donc l'école des pages et qui il venait de terminer, non, il n'avait pas encore terminé, il est parti à la guerre russo-turque, donc il a fait ces campagnes-là. C'est une photo de 1877 où il est en uniforme de combat d'un régiment de hussards dont il fait partie. Et il a gravé tous les échelons pour arriver. Voilà, on le voit ici, plus âgé, toujours dans le régiment des hussards. Ici, son frère. C'est le Michel dont on parle dans le livre d'histoire avec les problèmes japonais. Et rien n'est éclairci le concernant. Et j'ai lu il y a très longtemps, et je n'ai plus jamais retrouvé ça, qu'en fait, lui ne pouvait pas parler ni se défendre parce qu'il avait quelque chose à voir avec Nicolas II et qu'il était tenu au secret. En fait, et c'est une des raisons qu'on ne sait pas grand-chose. Le frère de votre grand-père était un grand homme d'affaires. Et ils avaient de grandes affaires dans l'extrême-orient russe. Tellement importantes qu'il était en relation aussi avec le gouvernement japonais. Et on l'a accusé d'être, d'une certaine manière, à l'origine du conflit russo-japonais. Mais ce n'est pas clair. C'est pas clair du tout et c'est pas certain. C'est toujours resté pas clair. Mais à l'époque, en tout cas dans la presse, il était... voilà, il avait quelques problèmes. Alors ici, c'est votre... C'est ma grand-mère née Steinbock-Fermel, avec ses deux plus jeunes jumelles qu'on appelait les macaques. Et pourquoi, je ne sais pas, mais elles paraît assez amusantes. Et là, je crois que vous pouvez aussi raconter des choses. Oui. Ça relie les familles de nouveau. Voici les macaques qui est un peu plus âgés, avec leur frère aîné, Michel, qui est le père de Marika, qui vivait à Monte-Carlo et qui avait une école de danse. Ici, Georges, qui est un autre de vos oncles, un frère de votre père. 3 frères. Le général et son épouse Steinbock-Fermel ont eu 9 enfants, 3 garçons et 6 filles. C'est Nadejda. Une des filles. Une des 6 filles, Nadejda, qui a épousé le plus jeune frère des 5 Radialko. Elle est partie vivre en Amérique. Et ici, elle est en robe de présentation à la cour. Oui.
Encore une autre sœur, Je crois. Vieta. Oui. Vieta, c'est celle qui a eu en main le daïre de son père, donc de mon grand-père, et qui s'est occupée de le faire éditer à New York. Et donc elle a suivi ça de très près. C'est comme ça que le daïre a existé, mais on en trouve pour ainsi dire pas maintenant. Ça, c'est votre père, enfant, tout petit. Ça, c'est bien dire que ça, c'est en Crimée. Un peu plus âgé à Saint-Spécelo, votre père, toujours, Vladimir. Votre propriété de campagne, Nadiejtovka. Ça, c'est Nadiejtovka, oui. C'est magnifique, les photos avec les vieilles voitures 1900, j'aime beaucoup. Certaines des sœurs déguisées en habits traditionnels de ce gouvernement. C'est avec la gouvernante, ils vont jouer au tennis, comme ça se voit. C'est un de vos oncles, c'est Georges, avec la gouvernante française et l'allemande. Oui. Et ça, c'est les foins que mon père aimait beaucoup faire. C'est en Nadiejtovka. Et voilà, ça, c'est mon père. Ça, c'est votre père dans un régiment de hussards. Mais avant de devenir officier, il a fait le corps des pages. Le corps des pages, il a fait toutes ses études, 9 années. La dernière, donc spécialement militaire. Et donc sa carrière était une carrière militaire. Et il a fait la guerre, la Première Guerre mondiale, et puis il est rentré dans la guerre civile jusqu'en 19. Là, il a rejoint sa famille qui avait déjà quitté la Russie pour s'installer au Danemark, à Copenhague, parce que mon grand-père a voulu vivre le plus près possible de l'impératrice Maria Ferdinand. Oui, qui était en fait le chef de cavalier garde, de chevalier garde. Alors, le corps des pages qu'on voit ici, c'est une école extrêmement prestigieuse. C'était l'école la plus chic militaire de l'Empire russe. Vous voyez ici des élèves officiers. Voilà encore une vue. À chaque fois, il y a votre père sur ces photos. Là, c'est une tenue de campagne pour des exercices militaires. Georges, son frère cadet, a fait également le corps des pages. Ça, c'est mon arrière-grand-père Pierre Tolstoï, qui aussi a fait le corps des pages, mais il était un peu plus âgé, donc il l'a fait avant eux. On le voit aussi dans cet uniforme du corps des pages. Et voilà. L'insigne du corps des pages, c'est la croix de Malte, tout simplement parce que le corps des pages se trouvait dans un bâtiment à Saint-Pétersbourg qui précédemment était le bâtiment qui abritait l'ordre de Malte russe, orthodoxe. Donc le grand prieuré russe de l'ordre de Malte. C'est une longue histoire qui mérite d'être racontée une autre fois, mais on voit souvent sur les uniformes de ceux qui ont fait en tout cas le corps des pages, ils gardent ce badge sur la poitrine. À la fin de leurs études au corps des pages, la dernière année, les pages devenaient ce qu'on appelle des Kammerpages, c'est-à-dire des pages de la chambre. Ils avaient un uniforme différent que vous voyez à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Bande horizontale, extrêmement chic, et chacun devait faire un service à la cour, qui est un service d'honneur, c'est pas du tout militaire, mais c'est pour accompagner des personnalités royales ou des membres de la famille impériale dans leur cérémonie. Ici, c'est une photo qui a été prise au mariage de Nicolas II en 1896. Ce sont des invités étrangers, de membres de familles royales étrangères, mais on a mis à gauche, à droite, pour la décoration, des Kammerpages. Voilà leur uniforme en couleur, comme ça vous voyez comment il est. Il est noir avec les galons qui sont dorés. Votre père, Vladimir Bezobrazov, dans cette même tenue de Kammerpage, très chic.
et Pierre Tolstoï, mon arrière-grand-père. Même tenue. Là, on arrive au fameux bal de 1903. En 1903, il y a eu un incroyable bal à Saint-Pétersbourg pour célébrer l'avènement des Romanov en 1613. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas pour les 300 ans que ce bal a eu lieu, mais pour les 290 ans de l'avènement? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est en 1903. Si quelqu'un dans la salle a une idée, pourquoi c'est en 1903? Non, c'est 1913. Non, c'est 1903. Certain. Il y a 10 ans de différence et pour une raison inconnue. 1913, bien sûr, je ne sais pas. Il y a eu des grandes célébrations en Russie en 1913 pour les 300 ans de l'accession de Michel Romanov au trône en 1613. En 2013, j'ai moi-même célébré ici à Bruxelles les 400 ans des Romanov au palais d'Egmont. C'était une très belle soirée, mais 1903, voilà, on a fait un bal dans ces costumes. Ça a été la grande affaire de cette année. Tout le monde s'est plongé dans les vieux portraits qui se trouvaient dans les musées russes et s'est inspiré de ces portraits-là pour s'habiller. Les dames ont fait de très grands efforts, on mettait des vrais bijoux, des vrais diamants et autres pierres précieuses sur les vêtements, et on a fait vraiment comme si c'était à l'époque. Il y a énormément de photos qui ont été faites, qui sont absolument magnifiques. Celle-ci représente en fait des officiers du régiment des Chevaliers Gardes. À ce moment-là, votre grand-père, Vladimir Bezobrazov, est le commandant du régiment des Chevaliers Gardes, qui est un régiment extrêmement chic, et on le voit ici au milieu, il trône au milieu des officiers de son régiment, puisque tous ces hommes autour de lui sont des vrais officiers des Chevaliers Gardes de 1903. Vous avez ici Pierre Tolstoï. Il n'y a pas votre père Vladimir qui était au Chevalier Garde, mais plus tard, parce que il était encore trop jeune à ce moment-là. Voilà le général, votre grand-père. C'est là, à ce bal. Toujours dans la même tenue, mais un portrait unique. Votre grand-mère. Ma grand-mère Stenbock. Et mon père. Votre père, enfant, qui sait quand même, qui a eu droit à son costume. Il était déjà inscrit probablement. Superbe. On a fait un jeu de cartes à l'époque, un jeu de cartes parce que c'était tellement extraordinaire qu'on a voulu reproduire un certain nombre de ces costumes. Ce sont des membres de la famille impériale que vous voyez qui représentent les valets, les dames, les rois. Pierre Tolstoï dans son costume. Son épouse, Zénaïde Bechtiev. Et voilà la famille Tolstoï, donc Pierre Tolstoï, sa femme Zénaïde Bechtiev et leurs deux enfants, mon grand-père Serge et sa sœur Nathalie. Alors, quand nous étions à Saint-Pétersbourg, nos familles étaient très proches. Très proche. En fait, ils se sont connus par les Chevaliers Gardes, puisque aux Chevaliers Gardes, les officiers entre eux avaient un esprit de corps. Et plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Exactement. On peut dire que c'était comme une famille. Ils ont employé ce mot-là. La famille des Chevaliers Gardes. D'ailleurs, en émigration, l'association des anciens officiers des Chevaliers Gardes s'appelait la famille des Chevaliers Gardes. Exactement. Les familles étant très proches, on voit ici une maison qui se trouve à la rue Maravai, à Saint-Pétersbourg, numéro 34. C'est la maison qui était construite pour les Bezobrazov. C'est votre maison de famille qui a été construite spécialement pour votre grand-père et qu'ils ont quitté pour aller vivre sur la Millionne d'ailleurs. La Millionne était l'appartement de travail. Et dès que mon grand-père a terminé, qu'il a quitté, ils ont dû quitter tout de suite l'appartement. Et cette maison a été louée par les Tolstoï. Donc c'était tout simplement notre maison de Saint-Pétersbourg pendant quelques années. La maison a été construite, on va voir, je crois, en 1902. Donc elle existe toujours. Vous voyez que notamment l'architecte c'est Benoît, de la grande famille des artistes Benoît. Cette maison est toujours employée
par un office de la culture russe, notamment pour les arts de la scène, qui se trouvent dans cette maison. Vous voyez ici, au-dessus de la porte, les armoiries de Bezobrazov. Voilà. Porte cochère qui amène au jardin, dans le fond, il y a les écuries, c'est ça? Et on voit 1902, je crois, au-dessus de la porte, qui est gravée dans la pierre. Ça, c'est la porte principale. Voilà de quoi a l'air l'entrée aujourd'hui. Donc, elle est gardée. Mais à l'époque, voici une photo d'époque, du début du XXe siècle. Vous voyez que ça a en fait très peu changé et que la maison est restée quasi la même. Et en haut, est-ce que c'était pas de la malachite là au-dessus? C'était un page en malachite, mais il n'y est plus. Je ne sais pas où il est. Je ne sais plus. Alors on va parler un petit peu du régiment des Chevaliers Gardes où nos deux familles se sont rencontrées, qui était un des régiments les plus chics de la cavalerie de la garde. C'est un régiment qui a été fondé à la fin du XVIIIe siècle avec cet uniforme que l'on voit, qui ressemble à celui des gardes à cheval, chevaliers gardes à cheval, c'est presque les mêmes régiments, c'est des régiments frères. La différence se trouve dans l'aigle qui est au-dessus du casque. Chez le chevalier garde, il est d'argent et chez les gardes à cheval, il est d'or. Les cuirasses. Ici, on voit que l'aigle est argenté, donc c'est chevalier garde. Donc le casque est assez impressionnant. Ouais. Alors, le colonel d'honneur du régiment des Chevaliers Gardes, c'était l'impératrice Maria Fyodorovna, que l'on voit ici en uniforme des Chevaliers Gardes, mais un uniforme d'honneur, qui est fait spécialement pour elle, évidemment. Elle était la chef directe de mon grand-père, du général. Absolument. Et ils étaient très proches. Oui, je crois qu'ils se voyaient même assez régulièrement. Ils avaient tous ces rapports à faire également. Et à Nicolas II et à sa maman aussi. L'impératrice étant la femme de l'empereur Alexandre III et la mère de Nicolas II. La voici dans une tenue de cour. La voici de nouveau, mais là sur un champ de manœuvre avec des officiers et des chevaliers gardes. Elle va sur le terrain pour suivre les mouvements que font son régiment préféré. Au milieu des officiers du régiment, votre père, Vladimir, en uniforme de chevalier garde, mais uniforme pas de parade, mais de campagne. Voilà. À la tête de son escadron. Et à la tête de l'escadron. C'est son frère Michel. Aussi, pour chevalier garde. C'est un régiment de famille pour. Oui. L'étendard des chevaliers gardes, qui existe toujours, qui a été sauvé au moment de la Révolution, qui se trouve à Paris. Il sort une fois par an au mois de décembre pour la fête des chevaliers gardes. Il y a une liturgie qui est dite à la rue d'Aru. C'est mon père. Pierre Tolstoï. Le même, de nouveau dans cet uniforme de chevalier garde. Et on voit ici, il a la croix du corps des pages. Et ici, c'est un jeton, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, des chevaliers gardes, que je vais vous le montrer après. Le voilà, toujours Pierre Tolstoï à Odessa, chez lui avec un manteau. Donc il fallait que le manteau soit le plus long possible. Plus c'était long, plus c'était chic. L'épaulette aux couleurs des chevaliers gardes, ça c'est pour un colonel, puisque lui Pierre Tolstoï était colonel. Les voici en manœuvre. C'est le moment du champagne. Une pause bien méritée. Également pour voir les couleurs. Donc après votre grand-père Vladimir Bezobrazov, qui n'était plus, au bout d'un temps, en 1904, il n'était plus le commandant des chevaliers gardes, ça a été le prince Yusupov qui a pris cette place. Donc ici c'est un tableau de Serov, le peintre, et on voit le prince Yusupov
dans l'uniforme. Donc les couleurs essentiellement c'est le blanc et le rouge. Alors ici c'est Dimitri Pavlovitch, le fils du grand-duc Paul, avec sa sœur aînée Marie. Il était évidemment un petit garçon sur cette photo, mais déjà il avait un habit de chevalier-garde puisqu'il devait intégrer plus tard ce régiment. En tout cas c'était l'idée. Et donc on lui avait mis cet habit, mais pour enfant. Bien sûr, il n'est pas militaire à cet âge-là. Ça, c'est mon grand-père Serge Tolstoï, exactement dans la même idée, toujours en chevalier-garde, mais il a 8 ans, donc ce n'est pas du tout un militaire. Et là, c'est une réunion à Paris, à la rue Daru, à la fin des années 20, en 1928, de ce qu'on appelait la famille des chevaliers-gardes. Et il y a les parents de Xendersbourg. Oui, il y a différentes personnes qu'on connaît, il y en a beaucoup. On ne va pas tous les appeler. Ici, votre grand-père. C'est comment il inspecte quelque chose, Oui. Il fait connaissance de quelque chose. C'est un nouveau téléphone peut-être. C'est une radio de campagne, c'est en 1913, un an avant la guerre, et ils font un essai de radio sans fil. Nouveau. Le voilà, magnifique. Et puis quand un an après la guerre de 1914 a commencé, eh bien l'empereur a nommé votre grand-père à la tête de l'armée de la garde. L'armée spéciale. Oui. Oui, il y a beaucoup à dire là. Parce que c'est assez long ça. Alors, on va quand même essayer de le faire court. Lorsque la guerre commence en 1914, l'armée russe n'est pas prête. Les Allemands sont prêts à attaquer, les Russes sont en train de faire comment on appelle ça, quand on fait venir tous les soldats, la mobilisation. Et la mobilisation prend beaucoup de temps, parce que l'Empire est immense. Et les Allemands sont aux portes de la Russie, c'est-à-dire quasi aux portes de Saint-Pétersbourg. Donc, pour empêcher un désastre, l'empereur lance ce qu'il a de mieux sous la main, c'est la garde. Ce sont les troupes d'élite, c'est les troupes de choc, c'est les mieux armées, c'est les mieux formées. Malheureusement, c'est aussi celles qui sont le plus fidèles. Et elles vont subir énormément de pertes dès les premières semaines du conflit. Et ça va être très compliqué par la suite, notamment en 1917. Votre grand-père est nommé à la tête de l'armée de la garde, puisque tous ces régiments qui sont nombreux forment une armée, pas très grande, je pense, dans les 40-50 000 hommes, mais une armée très puissante par ses capacités. Quand il est nommé à la tête de cette nouvelle armée, cette armée spéciale, il a besoin d'officiers. Et donc, il appelle dans son staff, à son quartier général, des officiers qu'il connaissait déjà, notamment des officiers de chevalier-garde que l'on retrouve Dans ici. votre arrière-grand-père. Oui, et il me semble que l'on voit votre père. Est-ce que c'est pas lui, ici? J'ai cru que c'était lui, mais c'est pas lui, c'est un Non. cousin. Ou là? Je crois que sur cette photo-là, mon père n'y est pas. Il est jeune. Ça, c'est Pierre Tolstoï. Ça, c'est le baron Steiger, qui est son beau-frère, puisqu'il épousait la sœur de mon arrière-grand-père. Par des anciens officiers des chevaliers-gardes qui sont devenus l'entourage direct du chef de l'armée de la garde, donc votre grand-père. Là encore, on les voit sur le terrain. À l'extrême gauche debout, le jeune homme qui regarde vers le bas, c'est votre père. Un des quartiers généraux pendant les combats, ça s'appelle la Trésovette, c'est une propriété. Et votre grand-père étant quelqu'un d'important, les Allemands et les Autrichiens ont essayé de le tuer. Ils ont envoyé des raids aériens, des raids quasi quotidiens, pour bombarder l'endroit où se trouvait le chef de l'armée. À Trésovette ? Oui. Cette pauvre maison a beaucoup souffert. Là, on la voit quand elle était en bon état. Mon arrière-grand-père racontait qu'au début de la guerre, quand il venait bombarder en 1915, les Allemands étaient d'une régularité toute germanique. Et donc, ils venaient bombarder exactement à midi pile.
Ce qui fait qu'à midi moins 5, tout le monde descendait dans les abris. Bien sûr, ça ne servait à rien, le bombardement ne servait à rien. Malheureusement, mon arrière-grand-père a perdu 2 de ses chevaux qu'il aimait beaucoup. Mais les hommes ont quasi tous survécu de ces différents bombardements en général. Voici le genre d'avion qui était utilisé par les Allemands. C'est un Etrich Taube, c'est le nom du constructeur. Donc là, on est en 1915. Ça a un peu changé depuis. Parmi les fonctions donc, de Pierre Tolstoï, qui est le numéro 6 que l'on voit à l'extrême droite, c'est d'être l'aide de camp du grand-duc Dimitri Pavlovitch, qui est le numéro 5. Que tous les deux sont à droite devant la table et distribuent des médailles de Saint-Georges sur le front pendant la guerre. Ça jouera un rôle par la suite, parce que votre grand-père va être confronté à ce qu'on peut appeler un complot. Et pas petit. Vous voulez nous raconter? Il en parle beaucoup, ça y est, il y a tout le temps le mot intrigue qui revient et il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et en fait, c'est une intrigue fomentée autour de Nicolas II contre mon grand-père, parce qu'il était très gênant, parce qu'il était justement intègre, il avait ses idées, et déjà à l'époque, ils ont décidé que mon grand-père les gênait. Et je me pose même la question que pendant le problème de Brusilov, s'il n'y a pas déjà quelque chose qui a commencé là. Parce qu'il a beaucoup de questions et il ne comprend pas ce qui se passe. Et on le prévient, il y a une intrigue contre vous, faites attention. Et il a fini par l'apprendre, mais très tard, en allant chez l'impératrice Alexandra, qui lui dit carrément, mais on vous reproche la deuxième bataille avec Brusilov. Il ne comprend pas, en fait, il a compris que finalement on lui avait tout mis sur le dos, parce que dans son diary, il l'a écrit justement pour la postérité en tant que militaire. Il n'a pas écrit ce diary pour lui-même, il l'a écrit au cas où il y aurait des choses à contester ou à dire. Il a simplement pris note tous les jours de ce qui se passait sans aucune arrière-pensée pour lui-même, je peux dire. Et quand il y a eu cette bataille autour de la rivière Stokot, plusieurs fois il écrit dans son diary que ses ordres n'ont pas été écoutés. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas du tout comme il avait demandé que ce soit. Et après, tout a été mis sur ses épaules à lui. Donc en fait, nous sommes... Il a une expression en anglais qui est assez forte, mais je ne me rappelle plus comment elle est en anglais. Mais c'est l'été 1916. Et il y a des combats très très durs sur le front sud-ouest contre les Autrichiens et les Allemands. On demande à votre grand-père de lancer une offensive contre l'ennemi. Ce qu'il va faire, évidemment. Il est à la tête de la 8e armée à ce moment-là, avec l'armée de la garde. Le problème, c'est qu'on lui a promis de l'aide, qui lui a promis le général Brusilov, qui est son supérieur, on va dire, dans cette affaire. Mais Brusilov ne lui donnera jamais d'aide. En fait, il va laisser Bezobrazov se casser les dents sur les Allemands, et surtout la garde se faire complètement détruire, ce qu'il en restait, se faire décimer dans des combats terribles, où cette partie de l'armée russe est abandonnée par le reste de l'armée russe, pour des raisons probablement politiques. Probablement, Brusilov avait déjà un plan en tête pour la suite des événements. Il n'est pas tout seul, il est aidé par le général Alexeïev. Et c'est effectivement ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Dans les mois qui suivent, il va y avoir un certain nombre de problèmes qui vont se terminer en février de l'année suivante, en février 17, par la Révolution. Donc, à ce moment-là, nous sommes dans la deuxième partie de 1916.
ma famille, les Tolstoï, ont quitté Saint-Pétersbourg pour être plus proches de l'empereur et de l'impératrice parce qu'ils s'entendent fort bien avec eux, en tout cas les dames, mon arrière-grand-mère et l'impératrice. Et les enfants sont amis. Ici, c'est mon grand-père qui est en scout parce qu'ils ont créé une troupe scout avec le tsarevitch Alexis. Pendant qu'on se bat au front, il y a aussi des groupes de musique. Bien sûr, on s'occupe des malades, mais ça, je ne vais pas vous montrer les hôpitaux et les blessés, c'est un peu triste. Mais voilà un groupe de balalaïki qui est rempli, si vous arrivez à lire les noms, c'est rempli de Bezobrazov, et les Tolstoï sont là aussi, et d'autres familles. Mes tantes, nos deux grands-mères. Ouais. Comme vous le savez, l'empereur est au front, à la Stavka, et c'est l'impératrice qui reste seule à Saint-Pétersbourg et qui est, pour ainsi dire, aux commandes d'un point de vue politique. Elle n'est pas toute seule, il y a l'influence de Rasputin, qui est importante, et Rasputin lui-même est influencé par ailleurs, par un tas de gens, peut-être par des Allemands ou d'autres. Et donc, l'empereur se retrouvant seul au moment de la Révolution sera poussé à l'abdication par le général Alexeïev qui est avec lui dans le train impérial. Pour montrer l'influence de Grégoire Rasputin, il y a un certain nombre de gens qui veulent l'éliminer. Et cette élimination va avoir lieu. Ici, c'est le général Brosilov qui n'a pas aidé votre grand-père et qui l'a laissé tomber en pleine bataille, refusant d'envoyer des renforts. Ça, c'est le diary dont vous parlez. C'est en fait un journal de guerre que votre grand-père tenait, qui a été publié au début des années 1990 aux États-Unis. Vous avez ici la version en anglais. C'est très intéressant. Je vous conseille la lecture. C'est pas facile à trouver, mais c'est vraiment instructif. Le général Alexeïev, dont on a parlé, et Kerensky. En fait, Kerensky fait également partie de ce complot, puisque à la fin de 1916, il annonce ouvertement à la Douma que tous les gens de ce qu'il appelle déjà l'ancien régime doivent être exterminés physiquement. Il dit ça du temps de l'empereur. Donc c'est vraiment très curieux, pas de réaction, on le laisse dire ça à la tribune de la Douma. Ça, c'est une caricature qui montre un peu l'influence que Kerensky aurait pu avoir sur un certain nombre de généraux. Le train impérial, où l'abdication a eu lieu. Mais avant de cette abdication, il y a le fait que votre grand-père, Vladimir Bezobrazov, est démis de ses fonctions. À cause de cette intrigue, Nicolas II lui demande de prendre congé et de s'éloigner simplement pour calmer ce qui se passe. L'empereur n'a pas le courage, n'a pas la poigne pour mettre de l'ordre dans tout ça, et donc il accepte que Bezobrazov soit renvoyé. Il ne commande plus l'armée de la garde, il ne commande plus la 8e armée. Il est démis de ses fonctions du jour au lendemain. Donc la première chose que votre grand-père fait, c'est aller à Saint-Pétersbourg. D'abord voir l'empereur, mais l'empereur n'est pas très clair sur ses intentions. Il lui dit « je vous reprendrai, mais plus tard. En attendant, prenez des vacances. » C'est ça, exactement ça. Oui. Et donc il lui dit « allez prendre les eaux à Kislovodsk. » Donc le général va obéir. Il va partir en vacances à l'automne 1916 à Kislovodsk et il part avec les Tolstoï qu'on voit ici sur une place qui est connue là-bas. Et en même temps que le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch. Et en même temps. Il le rejoint, il est là-bas et il y a énormément de gens qui sont dans cette région-là à ce moment-là. En fait, pour tous les Russes, il n'est plus possible de partir à l'étranger. Les vacances sont prises en Russie. Et notamment dans le sud, au soleil. C'est là que les Tolstoï, les Obrazov se retrouvent en vacances, sauf que les hôtels sont pleins.
il n'y a plus de place tellement il y a de monde, pourtant c'est la guerre. Et mes arrière-grands-parents s'installent dans une chambre, mais pour mon grand-père, comme il n'y a plus de place à l'hôtel pour leur fils, le général Bezobrazov, très gentiment, lui propose de le loger dans son train privé. Et mon grand-père me racontait combien c'était amusant pour lui, parce que pendant la nuit, il y avait des mouvements dans la gare, et donc son train bougeait, il quittait Kislovodsk pendant quelques heures, il revenait par la suite, et pour lui, c'était des aventures. Évidemment, c'était un petit garçon, il avait 12 ans à ce moment. Ils sont partis également faire un voyage sur la route militaire de Géorgie. Voilà, c'était un moment calme avant la tempête. Et puis intervient l'assassinat de Rasputin. Donc c'est vraiment les derniers jours de l'année, fin décembre 1916. Rasputin est assassiné par, comme vous le savez, le prince Yusupov et d'autres. Le grand-duc Dimitri, Purishkevitch, mais peut-être aussi un agent anglais sur lequel on a toujours été très discret, mais il semblerait que ce soit lui qui était vraiment à l'œuvre. Le problème, c'est que l'impératrice Alexandra Fyodorovna a une adoration pour cet homme qui est le seul homme capable de sauver son fils. Les médecins n'arrivent pas à arrêter les hémorragies du tsarevitch, seul Grégoire Rasputin arrive à le faire. On peut en discuter longuement, mais c'est une réalité. Et donc, elle est absolument dépendante pour la survie de son fils de cet homme. Ce qui fait que lorsqu'il est assassiné, elle rentre dans une rage inouïe. Et elle demande la peau de tous les gens qui ont tué le saint homme, entre guillemets. Et elle veut que Yusupov soit exécuté, que le grand-duc Dimitri soit exécuté. Le grand-duc Dimitri qui est quand même le cousin ou le neveu préféré de l'empereur. On pense même, avant ces événements, à un mariage entre une des filles de l'empereur et le grand-duc Dimitri. Donc, la situation est très tendue. Et mon arrière-grand-père, Pierre Tolstoï, qui est sur le front à ce moment-là, rentre immédiatement à Saint-Pétersbourg parce qu'il sait que Dimitri risque sa vie. Il est contacté par les membres de la famille impériale, les autres, tous les grands-ducs et grands-duchesses, qui lui demandent de circuler parmi eux dans les différents palais et de faire signer une pétition en faveur de Dimitri. Toute la famille impériale, elle est très nombreuse, en dehors de l'empereur et de l'impératrice, sont en faveur de Dimitri. Ils trouvent qu'il a bien agi. Et donc, ils veulent le sauver. Et ils confient à Pierre Tolstoï, voilà, Félix Yusupov, Dimitri un peu plus tard, en émigration, il lui confie cette lettre, qui est une supplique à l'empereur, en expliquant que non, Dimitri n'a pas mal agi, qu'il faut être plus doux avec lui, il faut l'épargner. Déjà, Nicolas II ne suit pas l'avis de sa femme, qui est donc d'exécuter Dimitri, il va simplement l'envoyer en exil. Il va l'envoyer en exil sur le front de Perse, c'est-à-dire loin, 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 un endroit où il ne se passe rien, en plein désert. Et la lettre dit, enfin, si vous arrivez à la lire en russe, que les conditions de vie sont très difficiles là-bas, et qu'on demande à l'empereur d'envoyer Dimitri sur sa terre de Ilinskoye et pas au bout du monde. À ça, vous avez là, en dessous de la lettre, la réponse autographe de Nicolas II, qui dit qu'il est très étonné par la démarche de sa famille, et déçu, que nul n'est autorisé à tuer au sein de l'Empire, et donc il refuse en fait cette démarche, et il renvoie mon arrière-grand-père en lui disant « Il partira en exil, c'est décidé, c'est comme ça, et c'est tout ». Mon arrière-grand-père a demandé alors de partir en exil avec Dimitri, mais l'empereur a dit oui, c'est Dimitri qui a dit non. Ça c'est une autre histoire, peut-être je vous raconterai une autre fois. Et puis, bien sûr, très peu de temps après, commence la Révolution. Oui. Et au moment de la Révolution, une des premières personnes visées, c'est votre grand-père. Mon grand-père,
au moment des événements à Saint-Pétersbourg, à Petrograd à l'époque, son appartement est envahi par une bande de faux soldats, habillés en soldats, mais mon grand-père reconnaît tout de suite qu'en fait c'est des prisonniers sortis de prison et simplement qu'on a habillés avec des vêtements neufs. Ils envahissent l'appartement et ils ouvrent tout, ils cherchent et ils se rendent compte qu'à un moment donné c'est sérieux parce qu'il reçoit un sabre au-dessus de sa tête. Et là il demande qui est votre chef, il n'y a pas de réponse, il se rend compte qu'il n'y en a pas et il se rend compte qu'ils sont flous. Il dit ben, emmenez-moi chez votre chef et ils vont à la Douma. Et là, à la Douma, il atterrit dans un bureau parce qu'il voulait voir Kerensky et il demande de le voir. La personne se lève et va dans une pièce à côté en laissant son bureau avec un cahier. Pendant ce temps-là, mon grand-père va vite voir ce cahier. Il y a une liste de tous les généraux dont déjà plusieurs sont tués et lui est sur cette liste. Et il se rend compte donc là c'est sérieux. Et puis il entend Kerensky qui dit « j'ai promis ». Et il ne sait pas ce qui s'est passé, à qui il a promis et ce qu'il a promis, mais en fait Kerensky le laisse partir et il s'en va le lendemain, enfin quelques jours après, il arrange ce qu'il y a moyen d'arranger comme affaire, parce que la famille reste, et lui, à ce moment-là, prend le train pour via la Finlande pour arriver au Danemark. Et pendant tout ce trajet-là, il est aussi suivi, il s'en rend compte, parce que quand il a quitté l'appartement pour aller à la Douma, les domestiques ont dit à ma grand-mère, voilà ce qu'ils nous ont dit les faux soldats là, nous ne l'avons pas eu cette fois-ci, mais nous l'aurons la prochaine fois. Donc il se rend très bien compte que c'est très sérieux. Et jusqu'à la dernière minute, il est suivi à toutes les stations. Et je pense que finalement, ce qui l'a sauvé, c'est que comme mon grand-père était très croyant, il avait fait un pèlerinage à le monastère de Salve. Et là, celui qui l'a vu lui a dit, voilà, j'ai prié pour vous, et pendant 5 ans, vous aurez la vie sauve. Ce qui est arrivé, parce que l'histoire le dit. Mais ce départ de Russie a été très compliqué, il le raconte en détail dans son journal. Il va dans tous les sens à travers la Finlande, essayant de s'approcher de la frontière de la Suède, mais il n'y arrive pas. Il est arrêté un certain nombre de fois, c'est incroyable. À chaque fois, on le relâche, à chaque fois, il réussit à sortir. Là, il est encore en Russie, il est en Finlande, dans un sanatorium, parce qu'il s'est blessé dans une de ses nombreuses fuites et désir de se sauver. Il s'est fait mal à la jambe, donc il se repose. Il a fini par pouvoir passer malgré tout en Suède et de là au Danemark. Votre père également réussit à quitter la Russie. Lui, tout à fait d'un autre côté, parce qu'il a fait partie de l'armée de Brage jusqu'en 19. Et en 19, lui a rejoint sa famille au Danemark, mais via l'Allemagne. Mais je n'ai aucun détail comment. Voilà. On voit ici ses passeports, ses permis. Je crois même que c'est actif, ça. Oui. Et votre grand-père arrive au Danemark, qui est un endroit d'où est originaire l'impératrice Maria Feodorovna. C'est la raison pour laquelle il est allé. C'est une princesse du Danemark, Dagmar, son nom de naissance. Et voilà, il s'est fait faire une silhouette arrivée à Copenhague. Il y a même la date au mois d'août 1917. Il s'installe dans cette maison, dans un quartier qui s'appelle Hellerup. J'y étais cet été. Je l'ai vu, la maison n'a pas changé. La maison n'a pas changé. N'a pas changé. Du tout. C'est exactement la même. Voici l'impératrice Maria Feodorovna avec sa sœur, la reine d'Angleterre, dans leur propriété de Copenhague.
tout près de là, qui est non loin de la maison. qui est tout près de la maison également. C'est une magnifique villa sur le petit palais face à la mer. Nous y étions cet été, c'est vraiment très très joli. Voilà une photo de l'époque. Et à chaque fête du régiment, mon grand-père allait lui porter un bouquet de fleurs. L'impératrice qui aimait se baigner avait creusé un tunnel depuis la villa jusqu'à la plage, parce qu'entre la villa et la plage, il y a une route publique, et donc elle passait sous la route et elle allait accéder directement à la plage. Voilà, ça c'est votre serviteur devant la même maison. Et le grand-père de Sandra à gauche. Le général est debout et ma grand-mère est assise à côté de l'impératrice. Donc ça c'est le général, son épouse, l'impératrice et votre père. Un autre frère, Ah c'est Michel. la femme est debout derrière, Vera. Elle est en flûte, je crois. Et c'est dans le jardin de l'impératrice. C'est dans le jardin de ce village, qui s'appelle Figueray, un nom imprononçable. Votre père à Copenhague, le début de l'émigration. Et ça, c'est la fille de mon père de son premier mariage. Et il a divorcé quelques années après. Et quand il a quitté le Danemark, je crois qu'il y a vécu quand même une dizaine d'années, il a décidé de partir pour le Congo. Et ça s'est arrangé par les familles royales danoises et belges. Et arrivé à Bruxelles, il a vécu 4 mois, il a eu le temps de rencontrer maman, ils se sont mariés et sont partis au Congo. Et ça, c'est ma sœur avec moi. Donc c'est votre sœur Ma sœur est aînée, arrivée en 20. Yeliana, du premier mariage de votre père, avec vous, dans ses bras. Donc, Et ça, c'est le premier mariage de ma sœur, avec un Danois. avec un Danois à Copenhague. C'est la mère qui est partie pour l'Amérique et qui trouvait que finalement c'est là qu'elle pourrait le mieux refaire sa vie. Elle était un directeur de banque et elle est devenue très américaine dans sa façon de vivre et de penser. Mais elle est restée très proche de maman, elle nous écrivait très régulièrement. Et là, on est à Nice. Ça, c'est Alice, ma grand-mère, mon oncle, avec ma cousine, celle qui a une école de danse. Il y avait. Parce que si votre grand-père allait voir l'impératrice à Copenhague, la famille s'est beaucoup installée à Nice. Et à Nice, notre famille était également là. Oui. Depuis le 19e siècle. Ici, c'est votre oncle. C'est ça? Ça, c'est un. Oui, c'est Georgi. Et ça, c'est mon grand-père Serge Tolstoï sur la promenade des Anglais. En fait, nous avions une maison depuis le 19e siècle, juste derrière le Negresco, boulevard Gambetta. Ce qui est amusant, c'est que quand vous m'avez montré cette photo, c'était trop tard, j'ai exactement la même photo avec ma grand-mère. J'aimerais la voir. Oui. Ce qui fait qu'au moment de la Révolution, quand les Tolstoï sont partis, ils avaient un pied-à-terre, ils avaient un endroit où descendre, ils n'étaient pas perdus. Et c'est un énorme privilège d'avoir un toit. Donc on voit ici la maison côté rue, ça c'est avant la guerre de 14, côté jardin. Et alors j'ai mis cette photo parce qu'elle est amusante, juste pour montrer l'époque, c'est le début des années 20, le monde se libéralise et les jeunes filles vont à la plage. Mais dans quelle tenue? Dans quelle tenue? Alors la première personne ici, c'est ici au centre, c'est Nathalie Tolstoï, c'est ma grande-tante. Là, c'est Praskovia Sheremetyev, qui est la tante de Pierre Sheremetyev que nous avons vu ici récemment. Et la Sofia Dolgoruki, qui était la fiancée, une des fiancées de mon grand. Il y a eu un petit problème entre Praskovia et Nathalie. Nathalie Tolstoï était Roman de Russie, le prince Roman de Russie, et elle l'a, très heureuse, elle l'a présenté à sa meilleure amie Praskovia, qui l'a trouvé aussi très charmant et qui a fini par l'épouser. Donc elle lui a volé son fiancé.
Mon grand-père avait une voiture, on le voit ici au volant, avec à côté de lui Sofra Dolgorouki, sa sœur derrière, et puis des cousins, Mashka Fredericks. Mon grand-père a exactement la même photo. Exactement. Donc, en fait, mon grand-père conduisait votre grand-père. Oui, c'est ça. Votre grand-père qui avait des difficultés pour conduire une voiture parce qu'il avait un mal au pied depuis ses aventures. Et mon grand-père lui servait de chauffeur très aimablement pour faire les magasins. Je crois que c'était un peu la terreur d'Anis parce qu'il freinait avec la canne. Et une petite anecdote, nous étions de passage avec mon mari à Nice et on cherchait l'appartement d'une amie. Je ne trouvais pas, donc mon mari, on atterrit à la police pour avoir de l'aide. Et un des policiers, qui était assez âgé, avait assisté à l'enterrement de mon grand-père. Je trouvais ça quand même un peu amusant. Ici, on les voit pendant les courses, mais c'est Georges Vezobrazov, un des fils du général que l'on voit sur la photo. C'est mon grand-père qui prend la photo. Le général est à l'arrière. Alors, Georges, que l'on voit sur cette photo, était un peu une tête brûlée. Un peu, beaucoup. Un peu beaucoup. Il était très bagarreur. Déjà pendant la guerre, il était parti au front de sa propre initiative, alors qu'il était un adolescent. Donc, son grand-père, il n'avait pas l'âge du tout, mais il avait devancé l'appel. Son père, le général, l'a appris et l'a fait revenir du front. Il est resté pendant un mois dans un régiment d'infanterie au front. Il a essayé également de faire l'aviation. Donc il avait un cousin Orlov. Il était ami avec lui, je pense même, avant. Qui était un grand aviateur russe de la Première Guerre mondiale. Un des premiers russes, je pense, à participer en France. Et ce caractère un peu bagarreur fait qu'un jour, en sortant de boîte de nuit avec mon grand-père, Georges Vezobrazov se fait contrôler par la police. Vous voyez, ça n'a pas changé, hein, c'était il y a 100 ans. Il avait bu, il ne se laisse pas faire et il commence à frapper les policiers. Donc les policiers appellent du secours. Finalement, tout le monde est embarqué au poste de police. Il y a un procès, ils sont condamnés à une peine de prison ferme. Et ils ont réussi à sortir grâce à cette dame. Cette dame, c'est la veuve de l'amiral Makarov, qui était une dame très respectée sur toute la Côte d'Azur en raison de la carrière de son mari. Et donc, elle est intervenue très gentiment pour mettre un terme à tout ça et pour qu'on les laisse sortir de prison. Finalement, ils n'avaient pas fait grand-chose, ils avaient juste boxé quelques policemen. Voici toujours au même endroit, c'est la cathédrale. 5 des 6 sœurs des Obrazov. Ça, c'est les sœurs de mon père. Il en manque une, je ne sais pas où elle est. Et là, il y a les deux dernières, les macaques, que vous connaissez bien de nom. Alors, mon grand-père s'est fiancé de manière non officielle avec une des macaques, avec Marie. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et 50 ans après ces événements, dans les années 70, quand mon grand-père a pu quitter la Roumanie et revenir à Paris, une des premières choses qu'il a fait, c'est téléphoner à Marie Vezobrazov. Et elle a décroché. Il a dit « Bonsoir Marie, c'est Serge Tolstoï à l'appareil ». Et elle a directement raccroché. Donc 50 ans après, elle lui en voulait encore de cette rupture de fiançailles. Voilà encore les deux macaques avec une autre sœur. Il y a toujours à Nice. Toujours à Nice. C'est mes parents. Vos parents à Nice. À Nice. Ça doit être en 1936 parce qu'en Nice, nous étions là pour une... J'ai été baptisée à 4 ans seulement. À la cathédrale À la russe. cathédrale oui. Alors comment vos parents se sont-ils rencontrés? Ils se sont rencontrés à Bruxelles quand... oui, on en a parlé tout à l'heure. Ils venaient du Danemark pour partir au Congo. Il est resté 4 mois, donc il a rencontré ma maman, c'est son marié. Et ce qui est rare à ce moment-là, la femme accompagnait directement, qu'elle puisse accompagner directement. D'habitude, les femmes suivaient après 6 mois, 1 an, et là, elle a pu partir tout de suite.
Donc, entre le moment où ils se sont rencontrés et le mariage, il y a eu 4 mois. À peine. Ouais. À peine, oui. Et qui était le témoin du mariage de mon père? C'était le grand-père de Nicolas à Praxi. Ce qui est assez amusant, je trouve. Mais oui. Voilà votre mère. Ça, c'est maman dans un appartement à Bruxelles. Alors, qui est votre mère? On a beaucoup parlé de Bezor Brazov. Maman est une demi-bulgare. Son père était bulgare, mais élevé en Russie. À l'âge de 10 ans, il a quitté la Bulgarie avec le général Dukhonin, qui était de passage au village de Sliven, en Bulgarie. Et l'école fêtait probablement les militaires, l'armée qui revenait du front. Et dans cette école, dans cette classe, il y avait justement mon grand-père qui avait 10 ans. Et il a dû le frapper, mon grand-père l'a plutôt remarqué. Il a demandé de pouvoir l'emmener faire des études en Russie, ce que les parents de mon grand-père ont accepté. Et donc, il a fait toutes ses études en Russie. Il a fait une carrière de droit. Et donc, il a tous les échelons et il a terminé comme procureur d'Adès à un certain moment. Et son nom de jeune fille, c'était Molov. Son nom de famille, Molov. Avec un nom. J'ai fini par découvrir tout récemment que son nom Rouchtou, c'est Gabriel. Le nom de votre grand-père, Oui. Molov. Oui, mais Rouchtou, je n'avais jamais entendu. Donc, on voit ici votre mère qui quitte Sofia après Sofia. visiter sa famille bulgare. Elle leur dit au revoir parce qu'elle part au Congo. Un document intéressant, c'est pour le mariage de vos parents, il y a eu un hymne qui a été écrit par un Russe de Bruxelles. Oui, Ilyashenko, que la FPPR connaît bien, dont on a parlé récemment. Donc c'était un grand ami de maman, lui était musicien, et maman avait quitté la Bulgarie après la Révolution, donc dans les années 20, pour venir à Bruxelles pour étudier le piano au conservatoire. Et donc à leur mariage, il a créé ça. Et voilà une de ses cousines qui avait fait ce voyage aussi pour étudier. Ça, oui, il est venu avec tante Hélène Mitouk, née Stirbatov. Elle venait pour les Beaux-Arts et maman pour le conservatoire. Et là, c'est tante Hélène avec mon père. Un jour, vous m'expliquerez comment c'est votre tante Hélène, parce que moi, je descends des Sherbatov aussi. Alors peut-être que nous sommes pas. Une deuxième fois. Voilà, c'est possible. Là, voici tante Anne. C'est tante Hélène, C'est tante Anne Sherbatov qui a épousé Serge Nabokov par la suite. C'est la sœur de tante Hélène. Et ça, c'est la mère de maman. Votre grand-mère. Oui, qui est née une Stalis, qui est née. Elle avait une propriété à Portave. Avec des cheveux. Pour montrer la longueur de ses cheveux. Incroyable. Ben voilà. Elle aussi. Et ça, c'est le guerre, c'est le quoi? Les armoiries. Les armoiries. Les Stalinski. Ça, c'est ma grand-mère à Nice. Et on arrive au Congo. Le Congo. Le Congo, vous avez passé 45 ans de votre vie. Oui. Vous êtes une vraie Congolaise. Disons ça comme ça, Ouais. si vous le voulez. C'est formidable. En tout cas, sur les j'en ai fait 4. Ça, celles qui sont là. Alors, pour aller au Congo, à l'époque, on allait en bateau. Donc, voilà le bateau qu'ont pris vos parents. À l'aller, au retour, c'était le genre de bateau qui était utilisé et dont Hergé s'est inspiré. Pour Tintin, c'est exactement le même. Il travaillait beaucoup sur la documentation. Vos parents sur le bateau. Oui. Aussi. Je crois qu'il y a un certain docteur Kissilievski, quelque chose comme ça. Que peut-être quelqu'un comme. Oh! Votre première résidence congolaise. Et pourtant, c'est vrai. C'est leur première maison.
parce que l'autre lieu était en construction. Mais la construction a duré 1 année, ils ont vécu là-dedans. C'est inouï, il n'y a même pas de fenêtre. Il y a une lettre qui est envoyée par maman à Genia Wolberg, où il parle de cette maison, et donc que ce provisoire dure déjà depuis 1 an, et que ce n'est pas agréable de dormir et d'avoir de l'eau sur son visage la nuit. Je veux bien croire. Voilà la maison qu'elle attendait. Ah oui, quelle différence. Un peu mieux. Un peu mieux. C'est toujours des tôles. Votre père au Congo, Ça, c'était. Je ne sais pas Soudan. si c'était ça de la partie ou c'était. Je ne sais pas. C'était leur bureau. c'est toujours votre père. Là, il va sortir une voiture. Typique. Typique. Votre mère. Ça, c'est le voyage vers Dar es Salaam. Ça doit être une escale, je ne sais pas laquelle. Très élégante. Voilà. Également. Je me demande si c'est pas Dar es Salaam. Et alors là, il y a une série de photos d'indigènes qui ont été faites par vos parents il y a donc, quasi 100 ans. Dans l'endroit de mes parents. Et c'est des très très belles photos en fait, mais il n'y a que vous qui les avez. Voilà. C'est comme ça que c'était à l'époque. C'est dans les années 30. Ouais. Voilà, C'est on voit des un terres blanches. saut en hauteur, donc des concours. C'est des champignons. Des champignons. C'est pour un champignon pour une omelette, ça suffit. Hein. Et là, ça doit être un chef. Mon père avait écrit en dessous le sultan. Mon père, ça doit être Dar es Salaam. Et ça, c'est la maison de Kurukwata, dans les Ouélés, tout à fait au nord, 25 km du Soudan, et qui appartenait à une société pour laquelle travaillaient les 2 Schlippe, que tout le monde connaît, je pense. Et c'est une maison construite en 1928. Et cet arbre-là, vous verrez sur la prochaine photo ce qu'elle est devenue. Voilà. Donc la même maison 10 ans après. Ça, c'est en 1933, le passage de la duchesse et de Brabant. C'est le futur roi Léopold III et la future reine Astrid. Oui. Pendant ce voyage-là, ils sont donc reçus à l'hôtel où travaillaient mes parents. Mon père était gérant de cet hôtel-là, l'hôtel des Volcans, à Goma. Et c'est le jour de leur départ, et voilà. Et c'est votre mère qu'on voit à gauche. Maman est derrière, oui. Donc là, elle l'attend pour partir, la duchesse. Et c'est la même photo qu'on voit. C'est la même photo qu'on verra le duc de Brabant. C'est pour montrer que moi, je suis sur la terrasse. Ça, c'est le futur Léopold III. Et j'ai aussi été sur les genoux de la grande duchesse. Même pas grande duchesse, la duchesse. Ça, c'est l'hôtel des Volcans, à ses tout débuts. Là, nous revenons à Nyanya. Ça, c'est en 1938. C'est sur l'axe routier entre Stanleyville et Irumu. C'est un carré découpé dans la forêt équatoriale, entouré donc d'arbres de plus ou moins 40 mètres. Là aussi, mon père était gérant d'hôtel. Alors là, c'est votre ami. Ça, c'est mon petit copain pendant que nous avons vécu en fait là qu'une année parce que maman n'a pas supporté le climat. Et donc, mon seul petit ami, c'était ce chimpanzé qui était très curieux de tout ce que moi je faisais. C'est incroyable parce qu'on a des petits chiens, des petits chats, mais qui a un singe? C'est formidable. Et il était très curieux de tout ce que je faisais. Je jouais avec le chat, donc il devait s'en occuper aussi, il devait venir voir. Là, il doit bouder pour quelque chose. Et ça, c'est une autre plantation, Saint-Donat, qui est dans l'Itourie. C'est une maison en pisé, donc terre battue.
et toit en chaume, un grand rectangle, 3 pièces, chambre à coucher. Le milieu, c'était salon, salle à manger, et une autre chambre, c'était moi. Et le milieu, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que quand un voyageur était de passage, on retournait la table, on mettait les coussins du divan, des 4 fauteuils Maurice, on les mettait sur la table, ça c'était le lit pour la personne de passage. Ça m'avait toujours frappé, ça. Et donc ces années 30 sont très, finalement, ce sont de belles années au Congo? Oui, je garde un très très bon souvenir de toutes ces années-là, jusqu'à mes 10 ans, disons, oui. Et puis arrive 1940. Ça, c'est 1940, ça, c'est la mission protestante entre la plantation de Kouroukwata, où étaient les Chipés, où travaillaient mes parents, et Aba, une 25 km à peu près aussi du Soudan, et c'est là que mon père est mort, dans cette maison-là. Votre père a eu une pneumonie. Mon père est mort d'une simple pneumonie, et à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Si la pénicilline venait de sortir, mais elle était réservée aux blessés de guerre. Donc mon père n'a pas eu de médicaments. Et ça, c'est maman. Dans les années 50, en 53. Oui. Ça, c'est une province que je ne connais pas bien. Alors, on quitte le Congo pour s'intéresser un peu à la Crimée. Et on va terminer cette conférence par la Crimée. Votre famille allait déjà en Crimée bien avant la Révolution. Mais mon arrière-grand-père, donc le fils de cette Nadezhda Yakovlev et le frère de la Knягиня Baratinska, lui avait une propriété qui s'appelait Bouyournous, au-dessus de Gourzouf. Et je crois que c'est là qu'il est mort aussi, assez jeune. Et donc, vous avez fait un voyage en Crimée en 2000. En 2006, je pense que c'était la date, oui. Sur les lieux du massacre des membres de votre famille. De certains. Oui, de la Knягиня Baratinska. C'est sur la propriété de Bagrievka, qui était la propriété d'un certain M. Bagriev, où il y avait un puits qui recevait l'eau de la montagne. Et c'est là-dedans que tous ces assassinés ont été jetés. Et ça a été tenu secret très 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 longtemps. Et c'est par hasard une qui le savait, qui l'a raconté à quelqu'un de la famille. Je crois que c'était Sénatien Terlinden qui est né Maïsov, ou par quelqu'un de plus proche d'elle. Ils ont appris ce qui s'était passé, ils sont allés voir sur place. Finalement, ils ont osé parler petit à petit. Et ils ont décidé donc de construire une petite chapelle. Et ça a été inauguré en 2006. Voilà, ça c'est tous les noms. Je pense que c'est un peu la même tableau. Est-ce que ça s'appelle un tableau en russe? Oui, mais pas en français. Qui est écrit ici à l'église avenue de Frey, concernant la famille. Et ça, c'est une des propriétés des Maïsov en Crimée. C'est toujours la même propriété qui est devenue un sanatorium. Et donc ça, c'est la mer. Ça, c'est de là, ah non, ça va être. C'est de là que Nasser Terlinden, qui est né de Maïsov, a pu s'enfuir de Crimée via, par la mer et est arrivé à Varna. C'est la dame qu'on voit donc ici c'est sur là la photo. qu'un Turc, je crois, les a emmenés en barque ouverte, pas couverte du tout. Ils avaient juste des boîtes de lait Nestlé condensées et ils ont voyagé comme ça une semaine à ciel ouvert. Ils ont rejoint le Shterbatov qui était déjà à Varna et plus tard donc Sofia.
Vous avez eu les honneurs de la presse. Et pendant qu'on était en Crimée, donc au moment de l'inauguration de la petite chapelle, dans les journaux, quelqu'un nous a apporté un journal où on parlait de nous, et donc surtout de Josena Sutherland et sa fille. Et voilà votre Ça, c'est groupe. la photo de tout le monde qui s'est réuni là. Il y en a certains d'entre vous qui en connaissent pas mal. sur la photo. Oui. Eh bien, voilà une belle présentation de la famille des Obrazov. Je pense à votre très grand-mère, en effet. Merci c'est- Sandra.